Alors, j'aimerais parler un petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, du climat général qu'on a retrouvé dans les ateliers. Alors, globalement, la participation a été très soutenue dans tous les ateliers et elle s'est maintenue jusqu'à la fin. On a une très bonne participation des membres. Moi, j'ai fait un petit calcul rapide, là, puis ça disait que, en tout cas, c'est pas rien de scientifique, là, mais il y avait plus de 80% des gens qui étaient inscrits qui se sont présentés dans les ateliers. Le ton était bon, le climat de travail était excellent. Les discussions étaient animées, allumées et très diversifiées. Ça provenait de différents milieux de travail. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens du secteur privé, mais aussi des gens du secteur public, du secteur manufacturier, les services privés, etc. Donc, on avait un bel éventail de milieux de travail. Alors, je ne sais pas si vous avez encore en mémoire la question d'hier, la question 1, qui portait sur qu'est-ce que vous avez retenu des conférenciers et la conférencière que vous aviez entendu ce matin. Alors, tous s'entendent pour dire que les conférenciers et la conférencière ont bien mis la table aux discussions dans les ateliers. En fait, ce qu'ils ont retenu, c'est qu'il y a eu beaucoup de nouvelles informations qui ont été transmises, que des statistiques percutantes ont été présentées, ce qui a été une révélation pour plusieurs et pour plusieurs participants et participantes. Et qu'il y a eu des constats très clairs, je ne sais pas, peut-être que je l'ai moins dans le visage, que les constats étaient très clairs, mais aussi un peu décourageants. Mais toutes ces conférences ont permis aux participants et participantes de constater que le médicament, ce n'est pas seulement un enjeu syndical, mais aussi un important enjeu social. Trois grands éléments sont ressortis suite aux conférences. Le premier, ça concerne la consommation de médicaments. Certains problèmes ont été soulevés. Plusieurs commentaires ont été émis à l'égard de la consommation, c'est-à-dire que les gens consomment trop et consomment mal. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est l'ensemble du système qui est conçu de telle sorte que ça crée des problèmes de consommation. On a soulevé aussi beaucoup d'inquiétudes à l'égard de la consommation par les jeunes. Surtout, ce qui a frappé beaucoup les esprits, c'est cette médication utilisée pour améliorer les performances scolaires, professionnelles, etc. Alors, on convient également que la surconsommation, c'est un problème de société et pas nécessairement un problème individuel. Plusieurs ateliers ont constaté qu'on utilise le médicament pour agir sur les symptômes, mais on déplore qu'on aborde moins les causes qui sont à la source de ces symptômes. Et dans ce contexte, par exemple, on dit que les problèmes, on n'a pas abordé la question, bien, pas nous, mais en général, la société n'aborde pas les problèmes, par exemple, liés de santé mentale, par exemple, qui sont liés à une mauvaise organisation du travail. Et on déplore également que les saines habitudes de vie devraient être valorisées, pas pour culpabiliser les gens de façon individuelle, mais collectivement valoriser, agir en prévention avant que les problèmes de santé apparaissent. On retient également que le régime d'assurance médicaments, c'est une histoire de gros sous.
C'est une question d'argent et de profit. Dans plusieurs ateliers, on déplore le faible rapport de force que les différents acteurs, que ce soit les gouvernements, les gestionnaires des régimes privés, les assureurs, ont face aux acteurs pharmaceutiques. Puis ce qu'on comprend dans les acteurs pharmaceutiques, c'est le Big Pharma, en fait les grandes entreprises fabricants de médicaments, et les pharmaciens et pharmaciennes. Certains participants et participantes ont été surpris de constater le manque de transparence de l'industrie. Plusieurs disaient que c'était inconcevable que même un chercheur comme M. Marc-André Gagnon, qu'on a entendu hier, qui lui-même, qui baigne là-dedans depuis des années, n'est pas capable de dire combien coûte un médicament, parce qu'à cause des ristournes, à cause des ententes secrètes, alors on trouvait inconcevable qu'on ne puisse pas déterminer avec précision le coût des médicaments. On est également, c'est sans surprise là, qu'on s'est indigné vivement face aux malversations de l'industrie et on dénonce particulièrement le marketing et le lobbying abusif qui est exercé auprès des médecins et on estime que cela doit cesser. Et dans toute cette histoire de l'industrie, on a l'impression qu'on se fait avoir et dans un système où tout le monde se sert au cours de la chaîne avant que le médicament arrive au patient. Les participants posent donc le constat suivant. Le régime hybride est dans un cul-de-sac. Plusieurs estiment qu'on est à la croisée des chemins, mais que le statu quo n'est plus possible. On dénonce également le fait que le Québec et le Canada est sans régime universel, c'est-à-dire d'assurance médicaments universelle. Et des participants et des participantes nous ont dit se sentir pris au piège dans ce système et donc totalement démunis. On a le sentiment que quoi qu'on fasse, le système va continuer sur la même lancée, c'est-à-dire que les prix des médicaments vont continuer à augmenter, etc. Donc, il faut agir. Je passe maintenant à la question 2 de notre guide de discussion, qui posait la question suivante. Quels sont les enjeux liés à l'assurance médicaments dans vos milieux de travail? Alors, c'est sans surprise, encore une fois, que une forte majorité des milieux de travail constate une explosion des coûts dans tous les milieux de travail. On constate également que les augmentations de salaire sont insuffisantes pour compenser les hausses des primes d'assurance collective, de telle sorte que dans certains cas, il y a des gens dont le revenu net diminue après d'avoir négocié une augmentation de salaire. Plusieurs sont venus témoigner de cas où les primes sont trop élevées pour un grand nombre de gens, particulièrement les gens qui travaillent à temps partiel ou qui sont à faible revenu. On l'a entendu dans la vidéo précédente. Pour ces gens, ça crée un très grave problème. La part de ces argents occupe une part disproportionnée par rapport à leur revenu. Et dans certains cas dramatiques, ils doivent quitter leur emploi. Même les membres dont la prime est payée à 100% par l'employeur ont dit commencer à s'inquiéter de la situation dans leur milieu de travail. Dans certains cas, les hausses des coûts des régimes sont telles que les pressions
sont très fortes pour abandonner les assurances collectives. Donc, on amène le sujet en assemblée pour pouvoir en discuter et c'est toujours des débats difficiles, déchirants, mais malgré tout, il y a certains groupes qui ont franchi ce pas de laisser tomber leurs assurances collectives et aller s'inscrire au volet public du régime d'assurance, le régime hybride d'assurance médicaments. Cependant, en agissant ainsi, ils laissent tomber un grand nombre de protections, l'assurance salaire, courte durée, longue durée, etc. On mentionne également que les situations où des travailleurs des travailleurs ou des travailleuses consomment beaucoup de médicaments ou des médicaments coûteux, ils sont connus dans le milieu de travail. Donc, il y a cette chasse aux sorcières pour identifier les gens qui sont victimes je ne dirais pas de discrimination, mais en fait de commentaires désobligeants. Et ce phénomène-là effrite la solidarité entre les travailleurs et les travailleuses. Sur la question de la substitution générique obligatoire, plusieurs travailleurs et travailleuses ont mentionné qu'ils percevaient cette mesure de contrôle de coûts comme un recul dans leur couverture ou des bénéfices qu'ils reçoivent. Donc, ça ne fait pas l'unanimité. Et dans plusieurs cas, les mesures de contrôle de coûts qui ont dû être négociées par le syndicat au moment de la négociation, alors là, les syndicats se trouvent dans cette situation inconfortable de devenir les boucs émissaires de ces mesures qui ont été prises et qui ne sont pas forcément populaires auprès de nos membres. La question 2B posait la question si vous aviez commencé à discuter du régime 100% public et universel auprès de vos membres. Dans une forte majorité d'ateliers, on n'a pas commencé à discuter de cette question. Pour la plupart, on est encore qu'au début de la discussion. Et lorsque la discussion a été entamée dans certains milieux de travail, les réactions ont été mitigées. Alors là, j'ai fait des pouces par en bas pour dire, bon, ça, c'est un petit peu plus négatif. J'ai des pouces par en haut, ça, c'est positif. Ce qui m'indique, moi, qu'on va devoir faire un certain travail d'éducation auprès de nos membres. Alors, le premier point négatif qui a été soulevé, c'est certains membres craignent de perdre des couvertures et ils sont prêts à payer pour conserver ces couvertures. Donc, ils ont comme une réserve. D'autres membres ont indiqué, surtout ceux qui travaillent dans l'industrie de l'assurance notamment, craignent de perdre leur emploi et espèrent une transition juste. Pour d'autres, là, je ne vois pas bien. Ah oui. Pour certains milieux de travail, il y a une impatience de voir la création d'un régime 100% public parce qu'on considère que ça va donner de l'air dans les milieux de travail, de l'espace dans les négociations collectives pour bonifier les conditions de travail et de vie de nos membres. Ça, c'est un aspect positif. L'autre bon aspect positif, c'est que... excusez-moi, je n'ai pas des bonnes lunettes, je n'ai pas des bons yeux. Alors, il y a bonne réception, c'est ça. Alors, il y en a plusieurs que quand ils disent qui ont parlé du régime public 100% universel, 100% public et universel, qu'ils sont allés signer, on dit une pétition, mais c'est plutôt une lettre d'appui pour ce régime-là. Et enfin, plusieurs ont commencé à parler de la campagne FTQ dans leur milieu de travail. Alors, moi, ça conclut ma partie. Je vous remercie.